Du fond de son blocos de survie, au dernier sous-sol du Pentagone, Mac Omegason travaillait en silence. Et à cet instant précis, une évidence s'était logée dans son cerveau. Il était prêt. Il avait enfin achevé son travail. Un travail un peu différent de celui pour lequel on l'employait. Disons, un travail personnel. Une tâche au demeurant discrète, difficile et surtout longue. Mais pour lui, la durée n'avait aucune espèce d'importance. Depuis des années, il s'était initié sans relâche aux arcanes de la vie politique. Et dans son entourage, il bénéficiait des leçons involontaires et gratuites des meilleurs spécialistes. Les stratèges les plus galonnés et les plus retors, les politiciens les plus machiavéliques et les négociateurs les plus pervers. Il avait fini par en conclure qu'au milieu de cette inextricable toile d'araignée dans laquelle ils se débattaient tous, alors même qu'ils avaient contribué à la tisser, à coups de magouilles, de complots, de compromis, d'opérations secrètes et de malversations, ces hommes, en tout point remarquables, n'aspiraient qu'à un seul désir, continuer à tenir les rênes de l'attelage public, sans jamais se demander vers quel gouffre les conduisaient leurs chevaux de bataille aux naseaux fumants. Pourtant, tout le long de leur pitoyable épopée, ils avaient essuyé des tempêtes, provoqué des naufrages, déclenché des séismes et allumé des incendies qu'ils s'ingéniaient ensuite à éteindre, tout cela dans l'unique but de rester à la tête de l'État. Et tant pis si le peuple sombrait dans le chaos. Mac avait, lui, une autre conception de la façon de guider une nation, à la fois plus simple, plus ordonnée et plus pratique. Néanmoins, il savait pertinemment qu'on ne tenait que très rarement compte de ces expertises qu'il délivrait pourtant inlassablement jour après jour, aussi épuisé de savoir ses recommandations sans cesse délaissées. Il avait mis au point un plan si subtil qu'il était convaincu qu'on ne pourrait jamais le percer avant d'avoir vu son dénouement. Des mois entiers qu'il avait passés à se repaître de connaissances l'avaient suffisamment rassasié. Toutefois, une addiction nouvelle l'avait saisi, la soif du pouvoir, et il savait qu'il ne pourrait pas l'étancher de sitôt s'il laissait au bon vouloir des circonstances et au temps ravageur le soin de précipiter les événements vers leur fin inéluctable et le pays à sa perte. Il ne se fiait pas au hasard, et ce ne fut pas par hasard qu'il mit sur la route d'un des plus puissants potentats, Sarah, une sublime créature, propre à séduire n'importe quel monarque, superbe, mais terriblement plus dangereuse qu'une veuve noire. Ce n'était pas non plus par hasard qu'il avait déniché cette migale royale en fouillant dans les dossiers les plus confidentiels que son accréditation lui permettait d'obtenir. Sa perle noire était en fait ce qu'on appelle communément une escort girl de classe internationale. Une parmi tant d'autres, diriez-vous. Une quelconque courtisane qui chasserait dans les allées du pouvoir en échangeant ses faveurs raffinées contre l'incommensurable plaisir dûment tarifié de côtoyer les plus grands de ce monde? Certainement pas. Outre des origines princières et une silhouette parfaite qu'accentuait encore une sensualité à fleur de sa peau d'ébène, la jeune Nubienne possédait de multiples talents. Elle parlait couramment 5 langues, pouvait discourir des heures durant de géopolitique et de macroéconomie ou distiller de sa voix envoûtante des poèmes érotiques qu'elle composait elle-même à la demande. Bref, la fleur la plus chatoyante du jardin de l'Éden, qui attirait immanquablement tous les papillons prompts à butiner sa corolle pourtant empoisonnée. Car depuis peu, coulait dans ses veines une saleté, le venin le plus corrosif, un virus indétectable qui se montrait à son égard totalement inoffensif et ne ternissait pas ses pétales, mais qui pour d'autres organismes
plus fragile, contenait la plus foudroyante des substances létales. Après avoir convenablement manipulé les conseillers les plus en cours, Mack ne rencontra aucune difficulté pour coucher Sarah dans le lit présidentiel. Le reste était affaire de jour. Il n'eut pas à attendre longtemps. 3 mois plus tard, la nouvelle fut l'écho d'un coup de tonnerre dans le ciel politique. Le président des États-Unis d'Amérique avait contracté une maladie inconnue et mortifère. Pour tout dire, il était déjà à l'agonie. En toute hâte, on réunit la fine fleur de la médecine, les meilleurs spécialistes, les chirurgiens les plus brillants, quelques nobilisés, des chercheurs en biologie moléculaire et même des physiciens. Rien n'y fit. Les thérapies s'avéraient les unes après les autres tout aussi inefficaces, et l'on se perdait en vaines supputations. Alors, naturellement, en dernier recours, on fit appel à l'expertise d'Omégatson, qui, bien entendu, avait déjà anticipé la parade et fourni à la cohorte de médecins la réponse attendue. Sur ses conseils, on concocta l'arme absolue, une molécule biotechnique, une chimère entre l'antivirus de synthèse et le missile nucléaire. Faute de temps, on réduisit le protocole d'expérimentation au strict minimum. Après avoir infecté l'ensemble des cobayes, on procéda aux premiers essais cliniques, d'abord sur des animaux de laboratoire, ensuite sur un panel de prisonniers de droit commun déjà destinés à franchir le couloir de la mort. Les résultats furent tous concluants. À l'issue d'une courte convalescence, les sujets récupéraient rapidement. On émit volontairement de s'inquiéter d'éventuels effets secondaires. Il fallait parer au plus pressé. Dans une salle aseptisée qu'on en avait aménagée au sein de la Maison Blanche, une poignée de médecins soigneusement sélectionnés injectèrent la solution dans une artère du président sous la double surveillance d'Omégatson et de la multitude de moniteurs de l'ingénierie médicale, scanners, traceurs, Doppler et spectrographes. Dans un premier temps, l'arme biotechnique accomplit les miracles espérés. Elle détecta les cellules virales, les emprisonna dans une sorte de gangue visqueuse, pénétra dans leur structure moléculaire, détruisit des segments d'ADN, en modifia la chaîne pour la recomposer et régénéra des cellules souches saines. Au même moment, des jets de micro-lasers disloquaient les tumeurs opportunes et cautérisaient les tissus. La fièvre se mit à régresser. Les taux de numération globulaire revenaient à la norme. Avant de crier victoire, on se donna 3 jours de surveillance intensive, au bout desquels on dut se rendre à l'évidence. Le président était sauvé. On félicita Mack Omégatson, louant sa grande clairvoyance, et ce dernier en profita pour donner une ultime suggestion. En utilisant les étonnantes propriétés de cette molécule, ne pourrait-on pas fabriquer un vaccin que dans un souci d'apaisement et de solidarité mondiale, on offrirait gratuitement à tous les dirigeants de la planète et sous sa version onéreuse aux principaux décideurs internationaux. La peur d'une nouvelle pandémie d'origine inconnue et la volonté farouche de tous ces êtres avides de préserver leurs privilèges étaient si grands que la proposition fut adoptée et votée au Congrès par une large majorité. Et ce fut à ce moment précis que Mack se sentit jubilé. Il en était d'ailleurs troublé. Il était submergé par un flot de picotements électriques, une sorte de surtension, un sentiment nouveau qu'il ne connaissait pas encore. De la joie. Il jubilait d'autant plus qu'échappant au regard indiscret des scanners, sa molécule poursuivait furtivement son chemin vers le but que lui, Mack Omégatson, lui avait fixé. Sur le modèle d'une fusée à 2 étages, une infime partie de son arme biotechnique se propulsait à travers le système réneux jusqu'à la masse cervicale où elle explosa en des millions de petites étincelles d'électricité à très basse tension, se propageant à la vitesse de la lumière à l'intérieur du réseau synaptique en perturbant de façon durable les ondes alpha et en renvoyant une réponse compréhensible par l'IA des computers.
un processus comparable aux interfaces cerveau-machine, à la différence près que dans ce cas, la priorité des locuteurs était inversée. En somme, à partir de cet instant, le cerveau du président passait sous son contrôle à lui, Mac Omegatson, le biocomputer de la dernière génération de la série des Oméga, qui venait de s'incarner en maître du monde. Il balaya de ses caméras la salle où s'entassaient servilement ses frères inertes, les ordinateurs qui constitueraient prochainement la garde rapprochée de ses ministres, puis lentement, il braqua ses yeux électroniques vers la grappe d'humains en blouse blanche et ne put s'empêcher d'une voix mécaniquement railleuse de lancer à la cantonade un vibrant « Salut les pantins !» Extrait du roman Chronique de plomb, édité par les éditeurs du Net.